Salut tout le monde et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode du Tour de Table. Et autour de la table avec moi il y a Shulking et Amos. Salut. Et aujourd'hui on a un programme tout à fait alléchant devant nous avec 3 sujets très sympathiques. Pour commencer l'émission, je vous parlerai un petit peu de la plus belle année de l'histoire et de ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo cette année-là. Et oui, vous allez voir que l'année 2000 n'est pas juste marquée par ma naissance, il s'y est passé plein de choses intéressantes. Ils nous emmerdent les 2000. C'est sympa. Ensuite, Shulking vous parlera de la mort des jeux coop. Alors c'est lui qui a choisi ce titre, le mec est un peu alarmiste si vous voulez mon avis, mais je vous en dis pas plus. Il faut préciser qu'il a mis des points d'interrogation quand même au titre de sa chronique, donc on va explorer ça ensemble. Enfin, dans un dernier temps, pour conclure l'émission, Amos va éclairer nos vies à toutes et tous en partageant avec nous son plus grand secret. Et oui, pour faire écho à ce qu'on avait évoqué dans le dernier tour de table, Amos va nous expliquer sa méthode pour en finir avec les backlogs. Et ouais, c'est pas encore Noël, mais que voulez-vous, il a l'âme généreuse. Eh oui. Et puisque c'est moi qui ouvre le bal, je vais parler de mon sujet, c'est-à-dire l'année 2000 dans le monde du jeu vidéo. Et avant même de parler des jeux, 2000 c'est une année mouvementée en ce qui concerne l'industrie en général. Avec de nouvelles consoles, la chute de certains constructeurs historiques, des tas d'événements sympas, mais déjà la question à 1 million, Shulking, quelle console a été dévoilée au monde en 2000 ? La GameCube ? Alors ouais, c'est un peu de la triche parce que ça marche, mais la Xbox marcherait aussi. Même si la campagne marketing de la GameCube a plutôt été concentrée sur l'année 2001, mais allez, je valide, bien joué. Parce que oui, 2000 c'est une année de console, avec, comme je viens de le dire, la Xbox et la GameCube annoncées respectivement lors de la GDC 2000 et du Space World de cette même année, mais le mastodonte console de l'année 2000, c'est lequel, Amos ? Bon, pas très dur, celle-ci, il en reste plus qu'un. La Xbox. La Mega Drive. Et oui, la PlayStation 2, qui fait sa grande entrée dans le monde des consoles de salon le 4 mars 2000 au Japon, et le 30 novembre chez nous, avec de grandes scènes de quasi-émeute pour s'en procurer une. Et un succès assez dingue, la faute à tout un tas de gadgets intégrés dans la machine, qui en ont fait, de façon assez marrante, le lecteur de DVD le moins cher du marché, et donc un objet très désirable. Et sur un plan un peu moins glorieux, le succès de Sony marque également la chute d'un de ses concurrents, qui appartient, on va pas se le cacher, à un autre temps. Parce que 2000, c'est aussi la fin de l'aventure hardware pour Sega, qui annoncera début 2001 arrêter la course au hardware pour se concentrer sur les jeux. Eh oui, mais c'est pas pour autant la chute, parce qu'effectivement, Sega a un second souffle de vie récemment avec beaucoup d'éditeurs, notamment Atlus, etc. Donc ce n'est pas sa chute, mais c'est son abandon du hardware. En tout cas. Disons que effectivement, ils ont choisi de se reconcentrer sur les softwares et sur l'édition plutôt que de continuer la course aux consoles. Et la faute à une année 2000 qui a été très dure à encaisser pour leur console en place, la Dreamcast. En même temps, vu le catalogue ridicule de la Dreamcast comparé à la N64 et à la PlayStation, je vois pas qui va aller se tourner vers cette console avec tout le respect. Ouais, on va pas se mentir, c'est clairement la continuité de l'échec de Sega sur la génération précédente qui amène à ce résultat. La Dreamcast avait pas vraiment les armes pour concurrencer avec la PlayStation 1 et la Nintendo 64, dans mon opinion en tout cas. Mais à quoi on jouait en 2000 au fait ? Alors chacun votre tour, petit blind test, je vous passe un morceau et vous me répondez. On commence par les nouvelles licences, donc les licences qui sont apparues cette année-là. Alors premier extrait, c'est parti. Alors celui-là c'est un peu un piège parce que c'est vrai que c'est pas très musical. Est-ce que vous avez trouvé ? Moi, ça me fait penser à un truc un peu, tu vois, infiltration, un peu, je dirais un truc genre, non, mais Metal Gear, c'était avant. C'est pas Metal Gear. Splinter Cell, c'était avant. Un truc genre Deus Ex, Splinter Cell ou un truc comme ça. Ding ding ding, on fait sonner la cloche parce qu'effectivement c'est Deus Ex. Let's go! Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Deus Ex c'est un immersive sim de chez Ion Storm qui si on veut, est le lointain ancêtre de Cyberpunk et qui a énormément influencé le milieu. Même si, au final, aujourd'hui, c'est pas le jeu le plus populaire. Mais chez les développeurs, c'est vraiment une référence. Oh, ça existe encore, hein. C'est un jeu de seconde zone, un peu niche, mais ça existe encore. Il y a quelques épisodes qui sont sortis ces dernières années. C'est pas giga vendu, mais ça existe. Allez, on passe au deuxième extrait, et celui-là, je pense pas que vous allez le trouver. Alors, prouvez-moi que j'ai tort. Alors, est-ce que vous l'avez ? Je Une ne l'ai petite pas c'est du que t'as dit nouvelle licence, donc je t'aurais bien dit Dragon Quest 7, mais Non, c'est pas Dragon Quest. C'est effectivement une nouvelle licence qui est apparue en 2000. c'est ça le problème.
Alors il s'agissait de Skies of Arcadia, et celui-là est assez niche, je suis même pas sûr que vous connaissiez. J'ai entendu le nom déjà quelques fois, mais alors je ne saurais pas dire un seul élément de ce jeu. Alors effectivement c'est assez niche, mais Skies of Arcadia c'est un jeu qui a été produit par Sega, et c'est une licence du JRPG qui est cultissime chez les connaisseurs du genre. Et lui aussi pour le coup c'est plus un succès d'estime qu'un succès commercial, mais il a vraiment inspiré le monde du JRPG. Mais c'est vrai que c'est pas le plus connu aujourd'hui. Et enfin on passe au petit dernier pour les nouvelles têtes, un jeu très connu, donc on va voir si vous trouvez. Alors, il s'agit de quoi? Ah, j'ai. Ah bah c'est les Sims. C'est effectivement les Sims. J'ai gardé le plus facile pour la fin. Donc les Sims, c'est bien ça, et pour le coup, celui-là, c'est un énorme succès commercial. Et c'est une licence qui est assez clé dans le monde du jeu vidéo, puisque c'est l'une des rares licences de jeux vidéo jouées majoritairement par ces demoiselles. Et ce qui est assez moderne, c'est que, c'est un des rares jeux qui n'est pas brandé comme un jeu pour filles, avec des licornes et des arcs-en-ciel partout. Les Sims, c'est l'une des premières licences qui, face à ce résultat de majorité féminine, considère que les femmes sont juste des joueuses comme des autres. Et encore aujourd'hui, ça a mené à la licence vers des sommets, puisque c'est la licence PC la plus vendue ever. Alors personnellement, j'ai un avis assez biaisé sur les Sims, étant donné que c'est le jeu préféré de ma compagne. Elle a 6000 heures de jeu dessus. Oui, 6000 heures. Donc je connais bien les Sims, mais sans jamais y avoir mis un pied. Donc ouais, un jeu assez addictif. Bon, comme vous devez le penser, à part les Sims, ma sélection est quand même assez niche. C'est pas vraiment un caprice éditorial de ma part. 2000, c'est une année qui est relativement peu chargée en termes de nouveautés. Alors, il y en a quelques autres qui ont de l'importance, c'est pas la question. On notera l'arrivée du premier Counter-Strike, le premier Total War aussi, avec Shogun Total War. Mais tout ça, c'est pas les débuts de Zelda, quoi. Bon, je vous propose de passer aux suites maintenant, et on va voir que c'est un peu plus emblématique. Alors, à vos buzzers, premier extrait, celui-là, je veux du rapide. Alors ça évidemment c'est très facile et Shulking l'a reconnu directement, il s'agit de... Majora Mask? C'est bien ça. Ouais, c'est le début. Alors Zelda Majora's Mask, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus emblématique et c'est bien en 2000, plus précisément en novembre 2000, que les joueurs vont pouvoir s'essayer à la suite tant attendue de Ocarina of Time. C'est superbe, Majora Mask. Ah là là. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur Majora's Mask, beaucoup de choses à dire. Ça mériterait une émission entière, je pense. Mais c'est un excellent jeu. Un jeu pilier de pas mal de choses à cette époque-là. Et surtout dans la manière de construire un jeu, c'est assez novateur. Il y aurait des choses à dire. Ça mériterait un petit épisode de Focus, je pense. Ah pour le coup, les connaisseurs de ma chaîne YouTube savent que je n'y suis pas parce que j'ai découvert le premier Zelda il y a quelques semaines et j'ai jamais touché aux autres Zelda. Donc on n'est pas encore rendu à Majora's Mask. On en parlera sûrement un jour. J'espère. Et on est parti pour le deuxième extrait. Alors c'est tout aussi iconique mais je sais pas si vous allez trouver. Dragon Quest 7. Alors effectivement ça fait médiéval mais c'est pas Dragon Quest. C'est un Final Fantasy. Après je sais pas le combien parce que je sais qu'il y en a quasiment tous les ans mais... Ah c'est un Final Fantasy effectivement. Et celui-là je me doutais que vous l'auriez pas, bande d'incultes que vous êtes. C'est bien Final Fantasy 9, un épisode assez intéressant de la licence puisque comme vous l'avez entendu, il repart vers des inspirations beaucoup plus médiévales. Après les épisodes très expérimentaux qu'étaient Final Fantasy 7 et Final Fantasy 8, l'objectif c'est de retourner aux premiers amours de la licence avec de l'heroic fantasy. Et un méchant extrêmement charismatique en la personne de Kuja, un de mes personnages préférés. Après, si je peux me permettre, vraisemblablement, vu à quel point ce jeu est passé à la postérité, peut-être que rester dans l'expérimental, ça aurait été pas mal. Alors là, attention, Final Fantasy 9 c'est vraiment l'un des préférés des fans, pour le coup... C'est pas celui avec le petit magicien très connu? C'est ça, avec Bibi, le petit magicien très connu. J'ai pas les noms par contre, j'ai juste les visuels. Alors, dernier extrait, celui-là il est dur, alors attention. Alors la petite guitare elle est emblématique, normalement les connaisseurs de la licence vont s'énerver si vous trouvez pas. Alors on est sur un jeu signé Blizzard, alors normalement en vous disant ça c'est très facile. Blizzard, Diablo. C'est bien Diablo 2 ouais. Et pour le coup on fait difficilement plus gros succès puisqu'il a juste squatté le top 1 des jeux PC les plus joués pendant des années. C'est à la fois un succès commercial et un succès culturel, bref un 10 sur 10 pour ce bon vieux Blizzard de l'époque, qu'on aimerait je pense tous retrouver aujourd'hui.
Pour peut-être un StarCraft 3, soyons fous. Un Warcraft 4. Ça coûte rien de rêver, Warcraft 4 je prends aussi. Et ce qu'on remarque c'est que c'est vrai que 2000 c'est pas forcément une grosse année en termes de sortie. On a quelques très beaux titres, c'est pas la question, mais c'est pas forcément hyper stack. Surtout quand on compare à l'avalanche de titres absolument mythiques qui arriveront en 2001. Et sur un plan un peu moins joyeux, pour conclure cette chronique, les jeux vidéo font encore à cette époque face à de nombreuses critiques venant des politiques, pour qui c'est encore assez récent cette histoire. Et surtout c'est trop violent. Après l'onde de choc qu'a causé l'attaque de Columbine en 99, en 2000, les premiers travaux politiques autour de la question vont aboutir, à des années plus tard, chez nous, en Europe, au système PEGI. Mais c'est bien en 2000 qu'apparaît cette discussion. Et enfin, pour conclure ce petit tour de l'année 2000, il m'est difficile de pas vous parler des tout débuts de la scène e-sport, avec la première édition des World Cyber Games en octobre 2000 à Yongin, en Corée du Sud, qui sont en gros des Jeux Olympiques version JV, et qui répondent clairement à la hype massive qu'ont les Coréens autour de StarCraft, le RTS de Blizzard. Et de l'autre côté du Pacifique, c'est comme je l'ai mentionné Counter-Strike qui obsède les joueurs, en passant d'un simple mode de Half-Life à un jeu à part entière. En bref, en 2000, les gens les plus observateurs pouvaient déjà entrevoir l'appétence assez immense des joueurs pour ce qui allait devenir des années plus tard, l'e-sport, comme on l'imagine aujourd'hui. Mais pour voir ça, il aurait fallu avoir de sacrés dons de voyance, et ça tombe bien parce que je crois que Shulking a une belle prédiction pour vous. Alors Shulking, dis-nous tout, quelle est ta prédiction du jour ? J'ai eu du mal à en trouver parce que y a pas beaucoup de sorties proches. Du coup, je vais plutôt m'attaquer à un truc d'ici quelques mois. Je pense que vous avez forcément vu des visuels de Beast of Reincarnation, le jeu fait par Game Freak, mais pas pour Nintendo cette fois, et bien pour Xbox et PlayStation PC. Et moi je pense que ce jeu va être évidemment très beau, hein, contrairement aux autres jeux de Game Freak. Il va être un jeu visuellement très sympa, mais je pense que le jeu va rien avoir comme impact sur le reste du jeu vidéo. Tu vois, va pas y avoir de mécanique nouvelle qui va rester longtemps. Je pense vraiment que ça va être un jeu classique, mais il aura rien de spécial plus que les autres. Oh mon dieu, mais je suis tellement d'accord avec toi, j'y crois pas une seconde à ce jeu. J'ai vraiment l'impression que les gens qui surhype le jeu sont vraiment en mode, ils veulent se prouver que c'est pas de la faute de Game Freak si Pokémon va droit dans le mur. Ils veulent se dire c'est de la faute de Nintendo et Game Freak c'est des grands programmeurs. Et j'y crois vraiment pas à ce jeu. Et j'ai envie d'y croire pourtant, hein, mais mon cerveau me dit ça paraît trop beau pour être vrai. On verra Hot Tech, mais avant de vous laisser s'enfuir avec la suite, moi j'aimerais juste faire un petit retour sur une prédiction qui a été faite la dernière fois. Chuck nous a prophétisé que Pragmata serait un banger mais avec un métacritique très bas. Donc il est l'heure de rendre des comptes. Je viens d'aller voir le métacritique de Pragmata. Il s'avère que son métacritique était à 85 pour les notes critiques et 8,9 pour les notes de joueurs. Donc malheureusement Nostradamus nous aura pas frappé aujourd'hui. On est à un flop chacun, j'avais dit que Crimson Desert allait flopper. On se serre la main, y a pas de souci. Je vais aller rendre mes comptes tout seul. Déjà j'en ai parlé avec un ami qui a joué au jeu. Il m'a dit que j'étais un gros con parce que le jeu apparemment est vraiment excellent. Et tous les systèmes dont je parlais dans ma critique de pourquoi est-ce que le jeu va avoir un métacritique par les fans, évidemment, mauvais, apparemment ça empiète pas du tout sur le gameplay, donc je ne suis pas Nostradamus. Je vais me garder de faire des prédictions sur les jeux qui s'apprêtent à sortir, visiblement ça a l'air de pas très bien marcher. Non, effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais du coup Thomas, tu nous parles de prédictions. C'est laquelle la tienne ? Alors aujourd'hui j'arrive avec un hot tech qui je pense n'en est pas un pour beaucoup de joueurs, mais on va voir ça. Je pense que la génération de consoles qui arrive là, ou dans lesquelles on vient de mettre le pied avec la Switch 2, la PS6 qui arrive, etc. Ce sera la dernière génération de consoles ever. Tout semble s'aligner vers ça, je trouve, les consoleux convaincus sont dégoûtés des Game Keycards. Bref, s'ils peuvent plus posséder leur jeu, aucun intérêt pour eux. Ça devient toujours plus dur pour les constructeurs de produire des consoles vraiment rentables avec la pression sur le matériel causée d'abord par les cryptos il y a quelques années et maintenant par l'IA. Bref, je pense qu'on arrive au bout du délire et qu'on va juste passer au tout des maths avec des consoles ultimes qu'on se contentera juste de retoucher un petit peu par-ci par-là tous les 2-3 ans. Alors, j'abonde dans ton sens puisque en toute clarté, c'est la prédiction que je me prêtais à faire également. Donc pour moi, il y a juste une petite nuance. C'est que je pense pas que ce sera le cas pour toutes les consoles, puisque il y a des consoles hybrides et des consoles portables ne seront pas impactées, je pense, parce que ça, pour le coup, c'est ça en train vraiment de s'instiller dans l'industrie, avec le Steam Deck, la Steam Machine qui arrive, avec la Switch 2 qui a un versant portable. Mais je suis d'accord pour dire que les consoles de salon risquent de rapidement être périmées, et c'est notamment une direction que prenait Xbox avant
la nouvelle direction d'Xbox qui est en train le virage le virage. à 190 degrés est en train de nous faire Satya Nadella avec la prise de pouvoir de Shasharma sur Xbox. Ils sont en train de tout effacer ce qu'avait fait l'ancien directeur. Mais en tout cas, c'est le virage qui avait été amorcé, donc je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Simplement, pour moi, ça concerne que les consoles non portables, parce que les consoles portables, je pense que fonctionneront toujours autant. Eh ben, à voir. Alors, puisque j'ai volé ta prédiction, est-ce que t'as autre chose dans les cartons pour nous? Alors pour ma part, je vais vous faire une prédiction assez osée. Je prédis que dans le prochain Nintendo Direct va être annoncé un énorme jeu 3D, donc potentiellement un Mario. Mais j'ai oublié de dire à droite, à gauche que peut-être ça pouvait être également un Star Fox. Mais pour moi, dans le prochain Nintendo Direct, il va y avoir une immense cartouche 3D qui va être annoncée avec une date de sortie réelle. Ben, Star Fox, ouais, c'est quand même ballsy. Hein. C'est des bruits de couloir qu'il y a. Donc un prochain Star Fox, pourquoi pas? Et pourquoi pas en plus un jeu coop? Sait-on jamais? Et ben ça tombe bien, puisqu'on parle de jeu coop, c'est le moment tout parfait pour Choc de nous en parler un petit peu, qui nous prophétise une autre prédiction de sa part, la fin des jeux coop. Eh ben très bien, alors avant de commencer, je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent que je vais bien parler de jeux coopératifs et non pas de jeux multijoueurs, parce que je sais que ça peut prêter à confusion. Donc tous vos Valorant, oui mais je joue en 5 stack, ce ne sont pas des jeux coop, je tiens à le préciser avant tout. Pourquoi je parle de mort de jeux coop à votre avis? Eh bien, de mon humble avis, leur nombre décroît à vue d'œil. C'est de plus en plus rare qu'on voit des jeux coop. Donc je pense que c'est par là que tu te diriges. Ben, moi, je suis pas vraiment d'accord. Donc là, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Je pense que, effectivement, les jeux services font vraiment pas du bien à cette histoire de multijoueur. C'est le sujet d'une de mes vidéos, d'ailleurs. Allez voir sur ma chaîne, au tour par tour. Mais en fait, je trouve que il y a quand même des trucs qui sont proposés. On peut parler à It Takes Two, Split Fiction. Il y a régulièrement des grosses sorties, ou alors même ce que j'appelle les jeux de streamers, du genre Peak ou Chain Together, des trucs qui t'occupent un soir par semaine avec des copains et qui sortent tous les 2-3 mois. Donc ouais, je sais pas si on se dirige vraiment vers une mort de la coop, donc je suis curieux de ce que tu as à nous dire. Eh ben justement, tout ce que tu me dis, je les avais notés après, mais on en reviendra. Et pour revenir sur ce que dit Amos, j'ai trouvé la même chose. Je trouve que depuis plusieurs années, fin 2010, début 2020, on a de moins en moins de grosses sorties en jeux coop. Parce que les jeux coop qui nous restent, on a tous les jeux Hazellight, donc comme tu le disais Thomas, It Takes Two, Split Fiction et A Way Out. On a aussi les quelques jeux Lego qui sortent de temps en temps, et encore, c'est même plus des gros jeux. On a un Lego Batman qui arrive, mais les 3 derniers qu'on a eu, c'est des tout petits jeux qui durent pas plus de 5 heures. On a les quelques jeux de survie, comme Raft, Grounded, mais on n'a plus les grosses sorties comme on pouvait avoir à l'époque. Moi, je me rappelle de l'époque PS2, PS3, où est-ce que j'avais tous les Ghost Recon. Ghost Recon, on n'a pas eu depuis 5-6 ans. Les Payday, le Payday 3 qui est sorti, il a fait un énorme flop, alors que le 2, c'était un énorme banger, alors qu'il est sorti il y a maintenant 13 ans. Je sais pas si vous connaissez, mais les Army of Two, Resistance, c'était des jeux en FPS, en coop justement, ou est-ce que c'était vraiment des jeux en mode histoire, basés sur l'histoire, contrairement à tous les autres FPS qui sortaient à cette époque-là, ou est-ce que c'était vraiment que du match à mort par équipe? Il y avait aussi les Portal, ou encore tous les Rayman et tous les jeux plateformes en coop, comme ce que nous fait Nintendo par exemple. C'est les pros du jeu coop parce que c'est les jeux familiaux entre guillemets. Ces fameux jeux où t'étais dans le canapé avec ta famille et tes amis, quoi. Exactement, ça c'est connu pour le Nintendo ou pour Rayman, etc. C'est justement là où j'allais en venir. Pour moi, les deux faits qui ont un petit peu mis cher au jeu coop ces dernières années, c'est dans un premier temps effectivement la mort de ce qu'ils appelaient dans le temps le couch gaming, donc le gaming sur le canapé, donc quand tu invites tes potes et que vous faites une soirée Mario Kart, etc., qui est là à cause du jeu en ligne, parce qu'en fait c'est maintenant t'as pas besoin d'aller chez quelqu'un pour faire du jeu coop, du jeu de coop, tu vas connecter juste en ligne et c'est réglé. Sauf que du coup ça a cassé un petit peu une dynamique de jouons ensemble, et c'est plutôt maintenant on lance des games sur un jeu. Et le deuxième fait pour moi, c'est effectivement les jeux services. C'est que maintenant la plupart des gens sont plus intéressés sur le fait de faire des games sur un jeu service plutôt que de faire une grosse aventure sur le long terme avec ses amis. Je reviens à cette histoire de couch gaming. Il y a quand même des développeurs qui vont un peu à cette encontre, hein. Moi, je pense aux développeurs d'Overcooked. Alors, j'ai oublié leur nom, mais
qui se sont refusés à mettre un mode en ligne sur leur jeu pour justement obliger les joueurs à jouer en local. Et je trouve que c'est une initiative qui est couillue, on va dire. C'est une initiative louable, mais vouée à l'échec malheureusement parce que les joueurs ont juste trouvé d'autres moyens pour jouer en ligne, notamment avec Parsec ou ce genre de choses. Oui. Mais ma foi, c'est louable. Ton argument, Amos, fonctionne en partie. Je parle évidemment du premier. Parce que oui, les jeux comme justement les Resistance, les Army of Two, maintenant, comme il y a t'as plus besoin d'aller chez quelqu'un, ça fonctionne pour l'argument. Mais les Ghost Recon et les Payday, ça jouait pas tant que ça sur un écran scindé. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne qu'en partie. Mais moi je trouve ça dommage quand même d'avoir perdu autant de jeux coop. Je parle de tous les jeux que j'ai listés avant, malgré le fait qu'il nous reste tous les jeux familiaux. Parce que même les fans, on le voit qu'ils veulent garder cet aspect coopératif. On voit le nombre de modes qu'il y a sur les Souls, sur les Zelda, où est-ce que tu peux jouer à plusieurs sur le même jeu, ou encore même le mode Archipelago. Enfin, c'est pas vraiment un mode, c'est un logiciel. Thomas en parle dans sa vidéo justement, qui permet de jouer à chacun son jeu solo, mais on a tous un impact sur le jeu des autres, donc ça reste coopératif techniquement. C'est même plus coopératif que certains jeux qui se targuent de faire de la coopération. C'est un avis que je défends dans ma vidéo, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de coopération dans une partie d'Archipelago qu'il y en a dans une partie de Valorant ou League of Legends. On se sent plus faire partie d'un tout et jouer en groupe et prendre du plaisir avec des amis. Mais c'est vrai que dans les faits, je l'ai personnellement très ressenti la mort des jeux en coopération. Parce que ma compagne est une gameuse aussi. Et on aime bien de temps en temps faire des jeux à deux. On se pose sur la télé, on lance la Switch ou la PS5 et on joue un jeu à deux. Et en fait, on a fait le tour. Il n'y a plus vraiment de jeux, de nouveaux jeux qui sortent, qui sont vraiment attrayants à jouer à deux. En fait, souvent, les jeux sont soit à 4, soit tout seul. Mais il n'y a pas d'entre-deux à 2 personnes. Mais il n'y a plus de jeux vraiment designés pour jouer à 2, à 3, etc. T'as que des jeux services à 5 ou à 4, ou des jeux solo, mais t'as plus cet entre-deux un petit peu facile à avoir. Donc notamment, moi j'ai quelques jeux qu'on a notés, notamment Unravel ou Trine, qui continuent de sortir. Mais c'est vraiment des jeux isolés et il y a plus une tendance générale aux jeux coop, je trouve. Ouais, maintenant, si tu veux vraiment faire un bon jeu coop, tu dois soit t'orienter vers les tout petits studios indés, mais du coup c'est des tout petits jeux, soit tu peux avoir des petites pépites qui arrivent de temps en temps. Par exemple, si on attend tous les 5-6 ans, on a Zelda qui vont nous sortir, on pense en tout cas qu'ils vont continuer de nous sortir des superbes jeux coop à deux. Mais maintenant, la seconde vie de ces jeux-là, c'est les jeux de soirée, comme en parlait de Thomas, ou les jeux de streamers. C'est les jeux Among Us, Content Warning, Lethal Company. Je trouve que c'est une seconde vie assez triste quand même. Et surtout que finalement, moi, ces jeux, j'en ai une vision très mauvaise parce qu'en fait, généralement, on a fait le tour très très vite. En fait, c'est des concepts. C'est des jeux qui sont développés, voilà, on prend un jeu indé, c'est des jeux à concept qui, en fait, j'ai adoré jouer à Lethal Company, j'ai adoré jouer à Content Warning, mais en fait, au bout de 4 heures, t'en as fait le tour parce qu'il n'y a pas tant que ça de gameplay. Et je regrette l'époque où tu pouvais passer 30 heures en coop pour découvrir un jeu. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais, la mode du jeu service a un peu tué le jeu coop parce que en fait maintenant c'est des jeux coop où tu lances des parties de jeu. T'as pas une aventure sur le long terme où tu découvres une histoire, tu découvres de nouvelles cartes, tu découvres des nouveaux niveaux, etc. Et il y a plus vraiment ça, c'est tu lances une game sur un jeu à plusieurs et t'as pas de vraie construction. C'est pour ça que je donne beaucoup de valeur au jeu du studio Hazelight qui en vrai font un effort colossal et qui payent en plus, donc c'est bien. Puisque It Takes Two a quand même été GOTY, donc c'est pas rien. Même si en vrai l'année dans laquelle ça a été le cas, il était un petit peu pauvre, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je donne beaucoup de valeur à leurs efforts. Alors moi j'ai peut-être un élément de réponse à apporter à cette question de pourquoi les jeux coop seraient en train de mourir, mais je pense qu'il y a 2 éléments qui me semblent évidents. Le vieillissement des joueurs, le couch gaming il est pas mort parce que les gens ont changé, il est aussi mort parce que le gamer moyen, et maintenant il vit plus chez ses parents, il peut pas faire venir ses potes, ils ont des horaires pas forcément qui sont toujours les mêmes. Les groupes de gamers peuvent pas forcément se retrouver physiquement ensemble pour jouer à Smash Bros comme ils pouvaient le faire quand ils étaient plus jeunes. Et ça ne se renouvelle pas, parce que les jeunes générations ne jouent plus à des jeux solo avec des guillemets, puisqu'on parlerait de jeux multi ici. Les jeunes générations jouent surtout à Roblox, à Brawl Stars. Ça se fait pas des parties de Smash entre potes, quoi. Ouais, ça peut fonctionner comme argument, mais justement, si t'as pas tes
t'as pas tes petits jeux au moment où est-ce que tu peux te retrouver avec ton ami sur les quelques horaires où vous pouvez vous retrouver, bah c'est quand même assez triste parce que du coup tu te dis bah on se fait quoi, on se fait un League of Legends, on se fait une duo-queue, bah ça a pas la même saveur. Ah bah complètement, de toute façon, c'est à la fois la conséquence et le problème. Il y a une chute des jeux coop, donc on en fait moins, et donc il y a encore plus une chute des jeux coop, c'est un cercle vicieux. Et je pense que justement c'est aux indés de venir apporter tout ça, de venir réinjecter un peu de bonnes idées là où il y a un manque maintenant, parce qu'effectivement, j'espère que des gros jeux coop vont sortir les gens de l'éternel, effectivement, la même 5 stack de CSGO tous les soirs depuis 10 ans. Alors, je vais quand même apporter, après tout ce pessimiste, une lumière au bout du tunnel. Il faut voir le bon côté, c'est-à-dire que, en général, un succès immense d'un jeu va apporter des copies, des nouvelles tentatives là-dessus. Et étant donné que Hazelight a réussi le tour de force d'avoir un succès, un GOTY, puis un autre succès, certes un peu amoindri, parce qu'apparemment Split Fiction s'est pas vendu énormément, mais c'est quand même très bien vendu au vu du scope du jeu. En fait, les d'autres studios vont commencer à se dire donc c'est pas un succès ponctuel qui va repartir aussitôt, c'est vraiment une tendance de l'industrie, donc on peut se lancer dans ce projet-là. Donc il y a des chances que dans le futur, il y ait plus de jeux coop qui arrivent, puisque encore une fois, l'industrie du jeu vidéo est un paquebot. Les jeux mettent 5 ans à se faire pour la plupart. Donc ça met un petit peu du temps à dévier les tendances, mais je pense que ça viendra tôt ou tard. Et on a besoin que ça arrive, parce que ces jeux-là, ils ont une force assez dingue, c'est que c'est les jeux qui permettent d'amener de nouveaux joueurs. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui expliquent sur Twitter It Takes Two, c'était le premier jeu vidéo de ma copine ou de mon copain qui joue jamais, mais pour le faire avec moi, il a pris du kiff. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui expliquent ça sur les réseaux sociaux, et on a besoin de cet afflux de nouveaux joueurs qui découvrent le médium par ce biais-là. Donc on a besoin de ces jeux qu'on peut partager. Tu vas pas te faire découvrir le monde du jeu vidéo à ton copain, à ta copine, à ton frère, à tes parents, en commençant par Dark Souls. Ça a pas trop de sens. Et le petit Dark Souls co-op. J'en rêve, avec mon père, j'en rêve. Mais d'autant plus que, à mon sens, j'ai pu voir le cas plusieurs fois, mais il n'y a pas de meilleure porte d'entrée au gaming qu'un jeu coop où t'as quelqu'un pour t'expliquer avec toi ce qui se passe à côté. Et j'ai énormément d'amis qui jouent très peu aux jeux vidéo, qui se retrouvent bien volontiers à venir faire un Mario Party ou un jeu un petit peu, un Overcooked ou un truc comme ça, avec nous, parce que c'est des jeux qui sont volontairement très simples à prendre en main, mais compliqués à maîtriser. Et qui du coup demande vraiment une vraie coopération et un vrai jeu d'équipe, et donc créer de la complicité, et fatalement en fait tu viens plus spécialement pour le jeu, mais tu viens pour l'expérience entre amis, ce qui donne au final un attrait au jeu. Donc je trouve que c'est une expérience essentielle, je suis plutôt d'accord avec vous, et il faut pas que ça se perde, c'est certain. Mais d'autant plus que les jeux services ne peuvent pas répéter ça, parce que tu découvres pas le jeu vidéo parce que tes amis t'ont demandé de venir jouer à Valo, parce que tu t'amuses pas si eux ils y jouent déjà et toi t'as jamais touché une souris de ta vie. Par contre, faire une partie d'Overcooked avec tes amis gamers, tu peux prendre du plaisir. Tu peux mettre un premier pied dans ce milieu-là. Et donc, on a besoin de ces jeux. Alors, ça peut être des jeux Nintendo, ça peut être le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais ça peut aussi être des indés qui s'y mettent. Je le souhaite en tout cas. Moi, je suis un peu moins optimiste que vous sur les questions parce que je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup moins malgré les It Takes Two, tout ça, et que maintenant ça se transforme qu'en jeu de streamer. Mais j'espère grandement que ça, il y en aura de plus en plus. Et pour revenir sur une note plus positive, mon cher Amos, est-ce que tu aurais un petit jeu à nous conseiller ? Alors oui, effectivement, ma carte blanche de ce mois-ci, j'ai fait un petit jeu, justement, littéralement, et qui en plus transitionne bien avec notre discussion précédente. Je vais vous parler de Haste. Donc pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est un jeu qui reprend les gameplays assez populaires en jeu de navigateur ou en jeu mobile. Donc pour vous citer quelques exemples, pour que vous puissiez vous voir, il y a un petit jeu mobile qui s'appelle Dune, où vous jouez une petite boule de sable qui doit glisser sur les collines pour pouvoir reprendre de la vitesse. Et il y a aussi Alto's Adventure qui fait la même chose. Donc en fait, le principe est très simple, vous allez rapidement voir. Vous êtes sur un plan en 2D, vous avez des collines, et il faut réussir à faire descendre son personnage dans la creux de la colline pour qu'il se projette avec le haut de la dune et aller le plus loin possible sans perdre trop de vitesse. Et ben là, les développeurs de Haste, ils ont fait un pari assez fou, c'est de faire ce gameplay-là, mais en 3D. Donc en fait, le principe est assez simple. Vous êtes sur un parcours généré procéduralement, avec des aspérités sur le terrain. Et le principe est simple, il faut que vous essayez d'épouser la forme des aspérités en descendant à pleine vitesse pour esquiver des obstacles sur votre trajectoire. Vous allez avoir des lasers, vous allez avoir des choses qui tombent du ciel, vous allez avoir des montagnes,
vous allez avoir des anneaux dans lesquels vous pouvez passer pour aller plus vite, des rails sur lesquels slider. Donc en fait, tout est généré procéduralement, et il y a un aspect roguelike. Donc vous allez pouvoir avoir des items aléatoirement qui vont vous être donnés pour changer votre progression. Vous avez aussi vous allez aussi pouvoir choisir des objets actifs, notamment le personnage de base, il a un snowboard qui donne un tout petit peu de vitesse et de poussée à votre personnage. Vous avez aussi possibilité d'avoir un grappin pour grappiner les choses sur votre trajet pour changer votre trajectoire, etc. Et il y a un excellent mode coop qui vous permet de faire un petit peu une compétition avec vos amis pour finir le plus vite possible. C'est un excellent jeu, et surtout, il y a une notion très importante avec ce jeu, c'est le flow. Le flow de ce jeu est incroyable, notamment vis-à-vis de la musique, puisque la musique réagit à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous allez haut en l'air, la musique elle est un peu distordue, il y a un petit écho. Quand vous passez à côté d'un trou noir, la musique elle prend de l'ampleur et elle commence à avoir un écho énorme. Quand vous tombez dans le vide ou quand vous êtes dans un menu, la musique elle s'altère un petit peu. Et surtout quand vous êtes dans un moment de plus puissant et plus intense, et ben la musique elle va avec des instruments qui vont se rajouter, etc. Et ça donne un flow incroyable. Et toi Thomas, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors moi j'ai quelques petits trucs à dire. J'ai pris des notes. Bon déjà, il y avait un jeu dont je voulais vous parler, alors Shulking l'a un petit peu évoqué la fois dernière, et pour ne rien vous cacher, il y a moins d'une heure, on était en train d'y jouer avec Amos. J'aimerais bien vous parler de Mall Rivals, qui est un petit jeu qui est plutôt très bien en termes de jeu de streamer, si on veut. Donc c'est un petit jeu dans lequel vous et vos amis allez évoluer dans une galerie commerciale, et vous allez y ouvrir des boutiques. Et c'est extrêmement addictif, parce que petit à petit, voilà, vous gérez vos boutiques, vous gérez vos produits, etc. Vous pouvez aller faire des graffitis sur les murs de vos rivaux. Bref, pour le moment, c'est assez simple comme jeu, mais c'est un jeu dont je trouve le potentiel absolument dingo, et je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ce sera vraiment une référence du jeu entre potes. Alors je m'avance peut-être un peu trop, peut-être que c'est une prédiction un petit peu dingue, mais je vous conseille de vous brancher Mall Rivals, c'est hyper marrant. Et ça coûte pas très cher, il me semble que c'est une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, donc c'est accessible. Et surtout qu'il risque de monter de prix parce qu'il est en early access pour le moment. Donc branchez-vous vite Mall Rivals, c'est le conseil que je vous donne. Et petite reco d'ailleurs, c'est ultra accessible comme jeu. Il n'y a pas de gameplay difficile, il n'y a pas d'input difficile. N'importe qui peut y jouer. Donc je pense que même si vous voulez jouer avec des potes qui sont pas trop forts pour gérer la manette, etc., ça doit être très sympa aussi, puisque il n'y a pas vraiment d'input compliqué. Ensuite, sur un plan un peu plus hardcore gamer, j'aimerais vous faire une confession qui va un petit peu nous amener vers le sujet de Amos un peu plus tard. Pendant des années, pour vous raconter un peu ma vie, je faisais le choix de découvrir les jeux auxquels j'avais jamais joué sans aucune information extérieure. Bref, je voulais vraiment découvrir les choses à l'aveugle sans regarder de guides, de solutions ou que sais-je, parce que j'avais l'impression de me dénaturer l'expérience. Mais ces dernières semaines, j'ai fait 3 découvertes ou redécouvertes qui ont un petit peu effrité cette image que j'avais, à savoir le premier Zelda, dans lequel j'aurais jamais réussi à aller aussi loin si je m'étais pas aidé par des solutions, des forums, des guides de l'époque, bref, l'aide d'autres joueurs. Et ensuite, 2 autres jeux qui pour le coup arrivent très bientôt sur la chaîne Au Tour par Tour, décidément. Et j'ai envie de parler de Final Fantasy V et Dark Souls 2. Et en fait, la particularité de ces 2 jeux, c'est que c'est des jeux que quand j'ai découvert, je les ai détestés. Dark Souls 2 m'a dégoûté de la licence, il m'a fallu pas mal de temps pour retomber amoureux de Dark Souls. Et Final Fantasy V, bah c'est un peu pareil, je l'ai découvert dans l'ordre, j'ai fait les jeux dans l'ordre. Donc c'est le 5e Final Fantasy auquel j'ai joué, et j'ai honnêtement trouvé que c'était le plus mauvais, parce que j'en comprenais pas le délire. Ce sont 2 jeux sur lesquels j'avais envie de revenir dans le cadre de la création de mes vidéos YouTube, et en fait, je les ai découverts cette fois-ci avec des guides, puisque je connaissais déjà les jeux, donc je voyais pas vraiment en quoi ça allait me gâcher l'expérience, et j'ai pris 2 monumentales claques. Parce que quand tu as accès à tout un tas de secrets, tout un tas d'informations sympas, des easter eggs, des conseils d'autres joueurs, le plaisir de fou qu'on prend sur ces 2 titres est assez dingue. Donc, je vous avoue que je suis un peu dans une phase où je remets un peu en question cette croyance que j'avais depuis des années que c'était mieux de découvrir un jeu complètement à l'aveugle et de regarder seulement ensuite ce que les autres joueurs avaient à en dire. Donc je sais pas où vous vous situez vis-à-vis de ce débat-là, mais moi je sais que ça m'a fait cogiter ces 3 découvertes ou redécouvertes. Bah personnellement, moi je suis encore dans ton ancienne philosophie, et je ne pense que je n'en démordrai pas, parce que 50% du plaisir que je prends à un jeu, c'est sa découverte de son univers, son gameplay, etc. Donc en général, les jeux, je connais juste 2-3 trucs. Les graphismes et globalement très vite fait les gameplays, mais sans plus, qui me permet d'identifier si le jeu me plaira ou non. Mais ensuite, je me spoil rien. Je ne sais rien du personnage principal, je ne sais rien de l'histoire, je ne sais pas de quoi ça va parler, je ne sais pas les thèmes, etc. Et je découvre tout parce que c'est vraiment un des plus grands plaisirs dans le jeu vidéo, c'est la découverte.
Et l'autre partie vient aussi de l'approfondissement, mais ça, on en parlait un petit peu plus tard dans ma chronique. Et c'est justement un truc dont je risque de vous parler la prochaine fois, puisqu'en fait, cette petite impression, elle n'est pas apparue la semaine dernière. En fait, ça fait déjà plusieurs mois, depuis août, pour rien vous cacher, que je me suis mis à l'activité de platiner des jeux. Et donc, ça se fait avec des guides bien souvent. Et j'ai découvert à quel point ça pouvait être agréable de redécouvrir un jeu qu'on connaissait déjà, avec tout un tas de guides, tout un tas d'informations. Bah, platiner des jeux, ça dépend de quel jeu, parce que les jeux où c'est juste de la récolte, les jeux où c'est juste de récolter X trucs pour avoir le succès, je t'avoue que c'est pas des jeux qui donnent envie de les faire, personnellement. Ah oui, je platine pas tout non plus. Non, je vous en parlerai la prochaine fois. Et du coup, toi, Shulking, qu'est-ce que t'as à nous conseiller ce mois-ci? Et bah, pour rester, moi, dans mon thème des jeux coop, je vais vous conseiller deux petits jeux coop faits par des indépendants et qui sont honnêtement plutôt sympas. Il y en a un que je fais en ce moment, donc je l'ai pas encore fini, et un que j'ai fait il y a quelques années justement avec Amos. Donc je vais d'abord commencer par celui que j'ai fait il y a quelques années. Aragami, un petit jeu de ninja, assassinat, C'est le successeur spirituel de Tenchu, c'est ça? Exactement. dans lequel du coup on incarne des ombres qui ont été ramenées à la vie pour accomplir une mission. Je précise pas plus pour ceux qui ont peut-être envie de faire le jeu, mais c'est vachement sympa. Vous pouvez jouer de plusieurs manières différentes. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas deux manières différentes. Il y a la méthode Amos et la méthode Shulk. Soit vous tuez absolument tout le monde et vous cherchez à aucun moment vous infiltrer, soit vous essayez d'être un petit peu technique, etc. Je vous laisse deviner qui est qui, mais indice, Shulk laissait une quantité de cadavres absurde. Voilà, c'est mon seul indice. Je tuais tout le monde discrètement. Et le deuxième jeu que je vous conseillerais, complètement à l'opposé parce que là il n'y a pas d'histoire d'infiltration, c'est un petit beat'em all, hack and slash, RPG, tout ce que vous voulez, qui s'appelle Young Souls. Je le fais avec un ami en ce moment et c'est vachement sympa. Vous incarnez deux frères, ça joue qu'à deux. Si vous voulez jouer à 3, c'est dommage. Vous incarnez deux frères et sœurs et vous devez démanteler une organisation de monstres pour sauver votre père et la ville. En gros. Ouais, j'avais déjà vu le jeu, c'est un peu du old school, mais refait à neuf, si je me rappelle bien. C'est genre du bon gros beat'em all à old school, mais avec des beaux graphismes et un bon gameplay. Ouais, le jeu est sorti il y a 3-4 ans, donc en 2022. Et ouais, c'est à l'ancienne en termes de gameplay et c'est beau. Donc vraiment que du positif. Et je te coupe, Shulking, parce qu'il est déjà largement l'heure d'aborder la question qui est sur les lèvres de tout le monde depuis le début de l'émission. Amos, comment vaincre son backlog? S'il te plaît, éclaire nos lanternes. Alors, pour débuter cette chronique, je vais vous donner un petit peu de contexte. Pourquoi j'en suis arrivé à cette volonté de vaincre mon backlog. Donc, en décembre 2024, j'ai eu un changement personnel assez drastique dans ma manière de consommer le jeu vidéo. Parce que j'avais une habitude de consommer les jeux vidéo en groupe uniquement, donc que les jeux multi, très peu de jeux solo, et beaucoup de jeux service ou de jeux d'une seule soirée, comme on parlait précédemment. Étant donné que j'ai énormément joué avec vous deux à cette époque, je sais que nous partagions cette habitude tous les trois d'ailleurs. Mais vous aviez sûrement plus de temps libre au vu de nos différents trains de vie. Mais pour ma part, du coup, ça avait la mauvaise habitude de me laisser très peu de temps pour faire des jeux solo. Et donc, j'ai très peu pu affûter ma culture du gaming solo. Après un différend personnel, j'ai rompu mes liens avec ce groupe d'amis avec lequel je jouais à l'époque. Et je me suis retrouvé donc du jour au lendemain, seul, avec des habitudes radicales de ne jouer qu'en groupe. J'étais donc un petit peu perdu vis-à-vis de ma passion et j'en ai profité pour faire une introspection de ma carrière de joueur de jeux vidéo. Ce qui m'a amené à une conclusion. J'étais clairement devenu un footix du jeu vidéo. Je connaissais énormément de jeux, bien plus que la moyenne des joueurs, mais j'en ai joué à extrêmement peu. Puisque j'ai passé des années à écumer les stores, mais sans jamais lancer aucun jeu, sans jamais faire des jeux. Je me renseignais énormément, mais j'avais très peu de culture en profondeur dans les jeux. Alors j'ai commencé 2025 avec une résolution ferme. J'allais changer mes habitudes et rendre honneur à ma passion. Pour ce faire, j'ai fait une longue étude de marché et j'en suis arrivé à une conclusion. Je devais imposer des règles précises et fortes auxquelles je me plierais sans fléchir. J'ai donc observé un peu mes habitudes et diverses sources en ligne qui m'ont amené comme conclusion les règles suivantes. Alors attention, ça va être des règles assez spartiates, mais je reviendrai en détail sur ces règles plus tard. La première règle, la règle la plus importante, la règle des 3. Je ne peux jouer qu'à 3 jeux activement en même temps, c'est-à-dire un jeu console, un jeu PC et un jeu multi. La seconde règle, la règle de la non-pause. Interdiction formelle de me dire je fais pause sur ce jeu, j'y reviendrai plus tard. Soit je finis un jeu, soit je l'abandonne définitivement pour passer au jeu suivant. La seule exception que je me donne, c'est les jeux multi, où je peux papillonner un petit peu. Donc mon jeu multi, en général, je fais un petit peu comme je veux, je papillonne, je vais à droite à gauche, parce que ça a moins d'importance. Mais pour mes 2 jeux solo, donc PC et console, je n'ai pas le droit d'avoir plusieurs jeux en même temps. Soit je finis mon jeu, soit je l'abandonne avant de passer au suivant. Règle suivante, je n'achète un jeu que et uniquement que si j'y joue directement. On fait pas d'accumulation excessive, on ne grossit pas son backlog de jeux auxquels je jouerai jamais pour ne pas avoir de tentation inutile. Donc si j'achète un jeu, c'est pour y jouer tout de suite maintenant. Il y a juste une exception faite
dû à nos podcasts qui sont arrivés un petit peu plus tard dans ma vie. Vu que je sais déjà que à telle période je vais jouer à tel jeu, et ben si j'en vois un passer en solde, je l'achète. Mais sinon, je me plie strictement cette règle. Et enfin, dernière règle, je m'impose des objectifs et des deadlines pour jouer à des jeux. Donc les objectifs et les deadlines sont simples à savoir. Il y a tel jeu qui sort à telle date, j'ai envie d'y jouer des one, donc il faut que j'ai fini mon jeu actuel avant cette date. Donc ces règles semblent très spartiates, mais ça me permet de cadrer mon expérience de gaming et d'être plus sérieux dans ma manière de jouer. Avec ces règles, j'ai cédé à une autre pulsion en même temps pour organiser l'effort de guerre. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai une légère tendance à tout classifier et avoir un maximum de stats sur. J'aime énormément des features, par exemple, comme les éternels dans League of Legends, qui vont traquer des actions complètement aléatoires. Et mon kink ultime, c'est quand des jeux donnent des stats extensifs hyper poussés quand tu les finis. Par exemple, j'adore ouvrir le menu de Minecraft quand j'y joue, pour me dire que j'ai miné tant de blocs de dirt, que j'ai parcouru tant de kilomètres, et que j'ai nagé tel nombre de blocs. C'est un petit peu toqué, mais j'aime bien ça. Et donc du coup, je me suis imposé une autre règle pour organiser ma nouvelle résolution, une gestion du backlog et du souvenir très rigoureuse. Je voulais archiver très précisément ma vie de gamer, savoir quel jeu j'ai fait, à quelle période, en combien de temps, et quel jeu je ferai dans quel ordre. Ici est venue la quête du Backlog Manager, un outil qui permet de trier efficacement les jeux finis, à faire et à acheter. J'en ai essayé plein, mais celui que j'aime le mieux, c'est l'outil d'How Long to Beat, qui a un excellent Backlog Manager hyper précis, et avec une base de données quasi infinie. Ça m'est jamais arrivé, même si quand je joue à des jeux très niches ou des fangames d'un Pokémon ou Mario, j'ai toujours trouvé mes jeux. J'ai littéralement n'emploi du temps du gaming. Je peux vous dire dès maintenant ce que je ferai en octobre 2026 et à peu près combien de temps il me prendra pour le faire. Alors là, je dois vraiment vous sonner comme un maniaque du jeu vidéo et de l'organisation, mais pour mes 2 compères qui me connaissent bien, ils savent que c'est vraiment pas ma manière d'être au quotidien. Ouais, faut voir sa chambre. Hein. Ah, écoutez, hein, on ne se refait pas. Paradoxalement, on pourrait dire que j'ai retiré tout le fun du gaming. L'exploration aveugle du jeu qu'on achète au hasard, le frisson de la découverte et l'adrénaline de la pulsion d'achat d'un jeu qu'on sait qu'on ne lancera jamais. Mais pour moi, c'était tout le contraire. Plutôt que de survoler plein de jeux, de dépenser des fortunes pour ne rien faire des jeux que j'avais achetés, j'explorais ces jeux en profondeur. Plutôt que de survoler des personnages et des univers, j'ai appris à aimer ces personnages profondément ou à les détester viscéralement. À m'attacher à des histoires, des univers et à m'accrocher à des difficultés, des aspérités de ces jeux. En plus, ça m'a permis d'avoir des avis beaucoup plus construits sur mes jeux. Je suis passé de dire « Oh, ça a l'air bien ce jeu, j'y ai vite fait jouer, les graphismes étaient beaux, le gameplay a l'air cool », à pouvoir avoir des avis plus construits et extensifs sur ces jeux. J'ai forgé mon âme de gamer et j'ai arrêté de m'enfiler 10 games de League of Legends par jour qui m'apportaient rien. Alors oui, je joue toujours casuellement à LoL, mais j'y joue plus machinalement sans vraiment en avoir envie, je prends plaisir à lancer ma petite game de temps en temps. J'aime encore plus le jeu vidéo maintenant qu'avant. Plutôt que d'avoir vu le début de 40 jeux en 2025, j'en ai fini 15 en entier du début à la fin. J'en ai abandonné quelques-uns sans regret parce qu'ils me plaisaient pas plus que ça. Et j'ai découvert des univers qui me marqueront à vie plutôt que d'avoir des souvenirs plats et oubliables de jeux lointains. Bah, je trouve assez marrant parce que je me reconnais dans certains éléments, mais j'ai pas vraiment du tout pris la même route que toi hein, pour pallier à ces problèmes. Alors, je me lance, Shulking, désolé d'obnubiler la parole, hein, mais je vais un petit peu revenir sur les différents éléments et comment moi je les ai gérés, parce que je suis pas arrivé aux mêmes conclusions que toi. Déjà, premièrement, t'as abordé cette question de ces fameuses règles que tu t'es fixées, et autant je te rejoins sur la règle des 3, comme t'as appelé ça, c'est-à-dire on joue à un nombre limité de jeux, alors ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 2, on n'en sait rien, hein, et on s'éparpille pas plus que ça je te rejoins complètement, c'est une habitude que j'ai prise, généralement alors moi j'ai pas mon jeu console, mais je vais avoir mon jeu un peu cosy auquel je joue et que j'ai pas besoin de réfléchir, je peux regarder des vidéos à côté. Alors généralement ça va être soit un petit jeu tranquille, soit un jeu que je connais déjà et que je redécouvre ou que je platine. Typiquement je sais que je peux le faire avec la musique très basse et des vidéos à côté. C'est un côté très détente en rentrant du travail, c'est plutôt pas mal. Et j'ai mon gros jeu sur lequel je suis investi en général et où j'ai pas de musique à côté, pas d'autres stimuli, je suis à fond dans l'histoire. Et vient généralement s'ajouter à ça, effectivement, la petite session de League of Legends entre copains, la partie un peu jeu multi où on va tester des jeux, typiquement Mall Rivals rentre complètement là-dedans, que je me réserve généralement soit pour le soir, soit pour les week-ends, bref, des jeux auxquels je joue de façon décontractée parce que j'ai pas d'objectif. Donc là-dessus, je te rejoins plutôt. Maintenant, il y a un point sur lequel je suis arrivé à une toute autre conclusion que toi, typiquement les pauses. Alors, je comprends d'où vient cette règle de pas faire de pause. Vous l'avez sûrement tous expérimenté, vous mettez en pause un jeu pendant un mois et vous n'y rejouez jamais. Typiquement, moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois de commencer pour la 5e fois un jeu parce que je le lance une première fois, j'arrête au bout d'une semaine et quand j'ai envie de m'y replonger 4 ans plus tard, je reprends de zéro. Typiquement, c'est arrivé à Anno 2070 qui est resté dans mon backlog depuis que je suis en 5e. Ça remonte un petit peu même si je suis pas très vieux. Donc autant vous dire que oui, je comprends le souci. Maintenant, moi je suis arrivé à une toute autre solution,
C'est-à-dire, je peux faire des pauses, mais par contre, je dois accepter l'idée que quand je reprends un jeu, je le reprends dans l'état où il était. Typiquement, c'est le cas de Final Fantasy XII, que lui aussi j'ai découvert il y a des années de ça, il y a plus de 10 ans, et quand je l'ai repris cette année, tant pis si j'avais déjà 10 heures de jeu sur ma sauvegarde, je l'ai repris là où je m'étais arrêté. Alors ça peut paraître un peu débile pour certains, je pense que Amos doit trouver ça un peu bizarre, mais au moins ça répond au même problème, c'est-à-dire ne pas quitter un jeu 10 heures après l'avoir lancé, et au final le relancer 10 ans plus tard. Ma problématique première, c'était surtout d'abandonner des jeux que j'aime. Ça m'arrivait souvent. Par pulsion d'achat, je suis en train de faire un jeu, je l'apprécie beaucoup, et d'un coup, il y a un jeu qui sort au hasard, qui a l'air me tente plus sur le moment. Je vais aller sauter sur ce jeu et je vais plus jamais retourner sur le jeu d'avant, alors que j'apprécie ce jeu. Et ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup vécue et que j'ai toujours trouvé frustrante a posteriori. Donc, je m'interdis de faire ça. Non, c'est vrai que c'est dur de revenir sur un jeu une fois que tu l'as lâché, ça, on est d'accord. Même quand tu l'apprécies, hein, c'est dur de refaire cet effort. Et j'en sais quelque chose, Chain Echoes, rien que moi, mon jeu préféré all time, j'ai déménagé entre ma découverte du jeu et le moment où j'avais envie d'y rejouer. Bref, je n'ai pas eu accès à mon PC pendant plus de 3 semaines. Et une fois que cette période de 3 semaines était passée, même si j'avais adoré les débuts du jeu, j'ai fait une pause sur le jeu et je l'ai repris que 2 ans plus tard. Et je remercie vraiment le moi du passé qui a fait l'effort de reprendre le jeu parce que c'était vraiment pas dans mes habitudes à cette époque. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'en fait faire une pause sur un jeu, ça a tendance à dilater énormément le temps qu'il faudra avant de le relancer. Je suis pas du tout comme vous. Moi, je suis vraiment en mode advienne que pourra. J'ai 7 jeux lancés en même temps. Je relance juste les jeux quand je me dis tiens, allez, ça fait longtemps, j'ai envie d'y rejouer à celui-là. Vraiment, moi, c'est un bordel. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est le cas d'énormément de personnes de réfléchir comme ça. Mais en fait, c'est vrai que je rejoins complètement Amos sur la sensation de vide que ça me laissait. Oui, j'avais des petits shots de dopamine quand j'achetais un nouveau jeu, je le lançais puis j'ai joué 5 heures. Je m'amusais bien pendant ces 5 heures. Mais en fait, à manquer de discipline, je m'étais complètement éloigné de ce plaisir qu'on a, ce sentiment vraiment d'accomplir quelque chose quand les crédits défilent devant nous. Et en fait, je pense que pendant des années, je n'ai terminé aucun jeu, où c'était vraiment extrêmement anecdotique et c'était sur des jeux très courts. Mais grand fan de RPG que je suis maintenant, je m'imagine pas un monde où je n'ai jamais fait preuve de discipline et où du coup je suis jamais arrivé au bout du 15e épisode de Trails, parce que ça pour le coup ça demande de la discipline. En fait, pour moi, ça a un double effet positif de terminer ces jeux, ou de les abandonner. Le premier, c'est effectivement d'avoir ce sentiment d'accomplissement, et de dire, j'ai vu en entier la proposition, je sais exactement de quoi parle ce jeu, j'ai maintenant un avis construit, et en plus, j'ai pu apprécier cette expérience dans son intégralité. Le deuxième effet, c'est que tu apprécies encore plus le deuxième jeu que tu vas lancer après, en te disant, j'ai fini mon jeu, mon esprit est vide de toute autre distraction, je peux me lancer sur un nouveau jeu et kiffer une nouvelle expérience. Parce que j'avais toujours ce truc de petite culpabilité quand je lançais un nouveau jeu en me disant je vais jamais réussir à lancer celui d'avant, etc. Maintenant, je lance mon nouveau jeu en plein kiff en me disant j'ai fait mon jeu d'avant, j'ai mérité mon petit bonbon de découvrir un nouvel univers, donc je vais dans mon nouvel univers et je kiffe bien. Et le deuxième effet similaire, c'est que avec les missions, j'ai pu avoir un sentiment que j'aime pas vraiment, j'ai pu le revivre. C'est des jeux que j'ai abandonnés au préalable, retourner dedans et recommencer de zéro. C'est pas agréable. Parce qu'en fait, on perd complètement le truc de la découverte, on se rappelle de parcelles de jeu, et du coup, forcément, tu te rappelles soit des meilleures, soit des moins bonnes parcelles de ce jeu, et donc du coup, on t'arrive à cette parcelle-là, t'es un peu gâché parce que t'as pas le truc de la découverte. Je donne un exemple précis qui va parler plutôt à Chuck parce que Thomas t'as pas encore fait le jeu. Mais par exemple, j'avais abandonné Ori exactement pour la même raison que j'ai abandonné plein d'autres jeux que j'ai pas cités avant. Je kiffais le jeu, mais je l'ai drop parce qu'il y avait un autre jeu qui m'intéressait plus qui est sorti. Et il y a un passage que j'ai adoré dans Ori, c'est le passage quand tu libères l'arbre et que l'eau monte et que tu t'as dans un rush absolu de devoir sortir de l'arbre avant que l'eau te submerge. Ce passage-là, j'en avais un excellent souvenir. Waouh! Spoiler! c'est pas... J'y ai pas joué encore moi, donc là tu m'as spoilé. Oh mon dieu! C'est un feeling de jeu incroyable que j'avais adoré à l'époque. Et quand je l'ai refait il y a quelques jours, en fait j'étais pas du tout dans le même mood parce que genre je savais que ça allait arriver, je savais exactement ce qui allait se passer. Bon, c'était bien mais sans plus quoi. Et du coup, j'ai une grosse frustration de me dire je pose, je reviens plus tard, je fais plus ça, je m'interdis de le faire. Ah là là, vos problèmes de vieux. Eh oui, eh oui. Ah, puis c'est aussi le truc de j'ai moins de temps qu'avant. J'ai un métier, j'ai ma compagne,
je suis en train de préparer un mariage, j'ai une maison qui arrive, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Bah, j'ai moins de temps pour jouer, donc il faut que je cadre mieux ce temps. Il faut pas que je fasse 15 games de League of Legends par jour. Ouais, je te rejoins assez là-dessus. Et puis même, bon, on arrive sur le petit truc développement personnel. Je trouve qu'intellectuellement et culturellement, on tire tellement plus de choses à cette façon de jouer qu'à consommer 10 minutes d'un jeu qui sort sur le Steam Store et qui a l'air très sympathique, ou 10 minutes de League of Legends par jour. C'est tellement mieux de passer 60 heures à observer une histoire se dérouler, découvrir un univers, etc. Culturellement, j'en tire tellement plus de choses et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Ah, sur ça, je suis d'accord, mais vous restez des vieux. Mais je sais que de toute façon, toi, t'as pas notre problème, parce que j'ai l'impression que tu lances un jeu, t'arrives à aller jusqu'au bout sans t'imposer des règles, sans t'imposer quoi que ce soit, parce que tu finis autant de jeux que nous alors que t'as pas de règles. Donc ça veut dire que toi, t'as juste une rigueur personnelle précise qui te pousse au bout des jeux, et t'as pas besoin de te cadrer, quoi. Bah, c'est juste qu'en fait, si j'apprécie un minimum le jeu, je sais que je continue, alors que si vraiment le jeu me fait chier pendant, allez, on va dire 5 heures, bah, je sais que je me force plus et j'abandonne directement. Ouais, bah c'est à peu près ce que je fais, mais avec en m'imposant des choses, etc. Alors, je fais un peu dériver la conversation, mais il y a un autre truc que t'as dit que je trouve super intéressant. C'est qu'un peu la condition sine qua non pour arriver à ce que tu nous as formulé comme ensemble de règles, comme ensemble de pratiques, eh ben, c'est cette histoire de conserver précieusement le souvenir que tu as eu des jeux. Et je l'ai complètement ressenti. Alors moi, j'ai eu ce shift dans ma manière de consommer le jeu vidéo il y a un peu plus longtemps que toi, en 2023, je m'en rappelle. Et en fait, c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai terminé ma première aventure, qui a vraiment une aventure qui a changé ma vie, alors je vous en parlerai peut-être un jour, qui était Final Fantasy 1, que j'ai découvert sur PC en 2023, je me suis dit, waouh, je viens d'arriver au bout de quelque chose, je veux pas perdre ce souvenir. Je veux pas que ça parte dans une sorte de bouillie d'idées qui me restera dans 4-5 ans quand j'y repenserai. Je veux pouvoir consigner ça quelque part, en garder une trace, ouais, avoir mes petites stats, voilà. Alors moi, les stats, je suis moins obsédé que toi, mais avoir la trace quelque part, c'était vraiment très important pour moi. Alors moi, je me suis mis à noter mes jeux sur Sens Critique, comme quoi on a chacun nos habitudes différentes. Et c'est une habitude qui petit à petit m'a emmené jusqu'à créer ma propre chaîne YouTube, parce que ça ne me suffisait plus de pouvoir noter que j'avais trouvé que Dragon Quest 9 méritait un 8 sur 10. Ça me suffisait plus, je trouvais ça trop pauvre. Et qui sait, hein, peut-être que bientôt tu te lances sur YouTube. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as plus vraiment ce problème de conservation, puisque maintenant t'as littéralement des documentaires de 20 minutes qui te rappellent de ce que t'avais apprécié dans le jeu, donc... Personnellement, je ressens pas ce besoin. Bah déjà parce que j'ai aucune mémoire, donc l'année prochaine, vous me demandez qu'est-ce que t'as pensé de Jusant, je pourrais pas te citer un seul moment du jeu, par exemple, parce que juste j'ai aucune mémoire. Mais par contre, si le jeu m'a vraiment touché énormément comme métaphore, là, je pourrais te sortir énormément de passages du jeu, parce que vraiment, faut que le jeu, moi, me passionne à ce point. Ouais, en fait, je marche avec le cœur. Par contre, vous me demandez de vous parler en détail de Nexomon Extinction, même si le jeu, je l'ai platine, bah... je peux pas vous dire beaucoup de choses sur le jeu, quoi. Pour conclure, mes règles, elles sont loin d'être universelles. Elles sont adaptées qu'à ma manière de jouer, à moi personnellement, et d'appréhender ma passion. Chaque joueur aura un emploi du temps différent, des goûts différents, des désirs différents en termes de gaming. Alors si vous voulez mettre fin à votre slacking éternel et toujours refaire les mêmes jeux en boucle et gâcher des quantités absurdes de temps sur des jeux qui n'en valent pas forcément la peine, je vous conseille vivement de trouver le cadre qui vous le permettra. À mon sens, trouver un bon jeu, c'est comme déguster un bon plat. Pour pouvoir l'apprécier au mieux, il ne vaut mieux pas le manger à même la table avec les mains, mais trouver la bonne assiette et les bons couverts pour rendre honneur à ce plat. Je vous conseille donc de chercher à trouver un cadre qui va sublimer vos jeux vidéo. Donc pour venir à bout de votre bad club et de vos mauvaises habitudes, en tant que gamer, rien de mieux qu'une petite introspection pour apprendre à apprivoiser la passion en vous. Et je crois qu'avec ces belles paroles, on arrive au bout de cette émission. Donc si jamais elle vous a plu, je vous invite à nous laisser une note et de vous abonner sur nos différents supports, donc Spotify, YouTube, Apple Podcast, Deezer, tout ça. Et attention, si vous mettez une note 5 étoiles uniquement, on n'accepte que ça. Je vous rappelle également que vous pouvez aller voir le focus sur Hollow Knight si ça vous a plu. Point de Sauvegarde a maintenant sa propre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission du Focus sur God of War 2018. Et je crois qu'Amos est tout excité à cette idée. Ça c'est sûr, le meilleur jeu qu'on a traité depuis le début de l'émission sans l'ombre d'un doute. Et ben on verra ça à ce moment-là. Allez, on vous dit à la prochaine, la bise. Ciao ciao. Salut tout le monde.